Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien dans un super endroit qui est la boutique Égide à Paris et on va parler de piano globalement aujourd'hui. Merci d'être venu déjà. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux pour commencer te présenter un petit peu pour si on ne Ouais. te connaît pas? Donc, je m'appelle Aurélien Froissart et j'ai 28 ans. Donc, je suis pianiste classique et j'ai pris un virage depuis 2 ans qui est d'essayer de populariser ce que je fais sur les réseaux sociaux et donc devenir un peu le premier pianiste classique influenceur, on va dire. Donc, j'essaie de faire des vidéos virales de piano, de musique classique. Et puis voilà, je fais aussi des concerts de temps en temps. La voix plus classique, on va dire, Ouais, c'est en ça. tant que pianiste. Ok, et alors je crois que ton frère est aussi musicien. Ouais. Du coup, est-ce que tu viens un peu d'une famille d'artistes en général ou comment c'est venu un peu le piano dans Ouais, ta mon vie? frère, il est clarinettiste du coup, et il a aussi pris le même virage que moi là depuis quelques mois. Il se lance sur les vidéos aussi sur les réseaux. Et du coup, non, on est tous les deux les seuls musiciens de la famille en fait. Depuis des générations, il n'y avait aucun musicien dans ma famille. Mais nous, c'est venu. Ouais, en fait, mes parents, ils sont quand même très au fait de tout ce qui est artistique, etc. Ma mère, elle est prof d'histoire de l'art, mais plus sur du coup ouais, les arts visuels, mais pas de musique dans ma famille. En revanche, ouais, ils nous ont fait regarder un film moi et mon frère quand on était jeunes, donc à ouais, 11-12 ans, qui s'appelait The Blues Brothers. Et dans ce film, voilà, enfin, c'est l'histoire que je raconte tout le temps, mais il y a cette scène culte où tu as Ray Charles qui arrive dans un magasin de piano et qui commence à jouer du piano et voilà, il y a toute la rue qui s'ambiance et tout. Et puis, ouais, j'ai vu cette scène et j'ai vu ce film, ça m'a un petit peu donné envie de faire de la musique. Et donc, mon frère, à ce moment-là, il a choisi le saxophone. Après, il est passé sur la clarinette plus tard, parce qu'il y avait beaucoup de saxophones dans le film. Et moi, du coup, j'ai choisi par rapport à une autre scène, donc j'ai choisi le piano. Voilà. Et puis, on s'identifie un peu tous les deux comme ces deux frères qui étaient les héros du film. Et puis, voilà, c'est de là qu'est née cette passion. Donc, c'est venu un peu de moi-même et pas de l'éducation de mes parents, quoi. Ok, et après ils t'ont quand même, on va dire, encouragé, ceux qui t'ont inscrit, c'est toi qui as voulu t'inscrire? Ou Ouais, est-ce que bah, tu t'es au formé? début, en fait, c'est moi qui ai demandé vraiment à ce qu'on me trouve un prof de piano et à ce qu'on m'achète aussi un petit clavier, bah, un peu comme ça. Euh, et puis, euh, et puis, ouais, ils m'ont encouragé. Après, au moment où j'ai vraiment voulu devenir professionnel là-dedans, forcément, ils étaient un peu plus méfiants parce que c'est pas une voie enfin, très solide euh, pour un, pour un ado qui dit voilà, je veux devenir musicien par rapport à, je sais pas, devenir ingénieur ou médecin. Donc là, j'ai dû travailler un petit peu pour les convaincre que c'était un vrai métier et tout. Mais voilà, j'étais tellement ultra motivé que ils n'avaient pas le choix en fait d'accepter ça quoi. Et t'as su ça vite, entre guillemets, que tu voulais être, que tu voulais justement faire ton métier, ou est-ce que... Ouais, bah en fait, ouais, dès le premier cours, j'ai dit à mon prof de piano que je voulais devenir pianiste. J'avais vraiment décidé en fait à l'instant où j'avais décidé de commencer le piano. Après, quand t'es jeune, c'est pas, enfin oui, c'est un peu des rêves d'enfant aussi, tu vois. Moi à l'époque, je disais aussi ouais, je veux être aventurier, je veux être astronaute. Enfin voilà, c'est le même genre de délire, tu vois. Mais j'étais quand même ultra sûr de moi. Et, euh, et après, ouais, bah c'est resté quoi. Ok, et du coup, tu t'es formé où quand tu étais enfant, juste? Bah du coup, quand j'ai décidé de commencer, donc forcément, j'étais débutant et au conservatoire de mon quartier en fait, donc ce conservatoire municipal du 18e. J'y suis allé, ils m'ont dit bah non en fait t'es trop vieux parce que j'avais 13 ans pour vraiment être débutant. Dans la musique classique, il faut vraiment commencer jeune, donc à 5-6 ans. Et donc ils m'ont dit ouais bah c'est mort, t'es trop vieux parce que là à 13 ans t'es censé avoir tel niveau. Et moi j'avais un niveau de débutant quoi. Du coup j'ai trouvé finalement le contact d'un prof du conservatoire et je suis allé le voir chez lui. Euh, donc en mode rendez-vous privé en dehors du conservatoire. Et pour essayer de le convaincre en fait que même si j'étais débutant, j'étais beaucoup plus motivé que les autres et tout. Et il s'est un petit peu laissé persuader.
Et donc il m'a dit, ok, bon, bah, je peux quand même te prendre dans ma classe après que si tu progresses déjà un petit peu, après je pourrais te prendre dans ma classe, même si ça ne respecte pas les règles du conservatoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec ce prof-là, qui était un peu plus ouvert d'esprit du coup que les autres, et qui a vu un peu ce potentiel. Et après, je suis resté avec des années avec lui. Il m'a préparé pendant des années pour rentrer au Conservatoire national des années plus tard, qui était un peu le Graal pour devenir musicien professionnel, quoi. Ouais, donc tu as quand même eu de la chance que le conservatoire te laisse. C'est tellement protocolaire avec les Ouais. âges, justement, que je. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment des cases. Il y avait un tableau où tu avais une case classe à l'école égale à tel niveau. Et si tu étais une case en dessous, c'était mort. Ouais, bah moi je vois avec la danse, c'était la même. Ouais, C'était un peu le même débat. Tu vois que tu rentres pas, c'est pas facile. Ouais, danse classique, ouais, bah, c'est le même. Parce que les gens, ouais, ils font pas la distinction, mais quand c'est vraiment musique classique, c'est vraiment comme la danse classique où c'est des réflexes physiques à avoir. Du coup, bah, tu dois commencer très jeune. Alors que si tu commences à faire de la chanson pop, tu peux commencer à 25 ans sans problème. Ouais, ça joue moins Ouais. l'âge. Et c'était dur justement de démarrer Enfin, comment ça s'est passé au début quand tu as commencé le piano? Est-ce que tu as eu Est-ce que tu as eu des résultats rapidement ou est-ce que du coup tu avais des difficultés, des facilités? Comment tu te. Au début, ouais, j'ai progressé quand même plus vite, forcément pour rattraper le niveau. Ouais. Mais je pense pas que j'avais des facilités innées en fait. Je pense que c'était uniquement vraiment le côté obsession qui fait que je pensais qu'à ça. Et même quand j'allais en cours, dans le bus, je pensais à mes morceaux de piano. En cours, je cachais ma partition sous les cahiers pour apprendre la partition au lieu d'écouter le cours. Donc j'étais tellement focus là-dessus que j'ai progressé plus vite. Mais je pense pas que j'avais des facilités innées pour ça. Oui, c'est le travail, Ouais. la motivation de travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pas, on va dire pas la quantité de travail, mais vraiment la qualité de focus mental dessus. Je pense que c'est plus ça. Ouais, parce qu'en plus, je sais pas, mais assez jeune, ça peut être dur un peu la concentration. Enfin, Ouais. quand on pense musique classique, parfois, les jeunes, ils veulent en faire, mais au final, la rigueur, le solfège, tous les trucs qu'on peut penser un peu barbants. C'est ça, mais en fait, moi, du coup, j'avais cette source de motivation tellement forte que tous les trucs chiants qui dégoûtent les gens, moi, ils me passionnaient limite. J'allais acheter des livres de solfège à la bibliothèque, je les lisais tout seul, et du coup, j'ai pu sauter un peu des classes comme ça grâce à ça, quoi. Bah, tant mieux, ça, j'ai envie de dire. Et du coup, après, j'ai vu que tu avais fait t'as fait des concours, t'as gagné des prix, t'as même eu des bourses, je pense, pour l'Angleterre, etc. Comment ça s'est... à quel moment t'as décidé, je sais pas, de commencer des concours? Est-ce que c'était avec le conservatoire ou est-ce que toi aussi, t'avais un esprit un peu de compétition, je sais pas? Moi, en fait, j'avais un esprit de compétition quand même assez fort. Et en fait, mon prof de piano, justement, celui qui a accepté de me prendre dans sa classe, il avait une pédagogie assez spéciale où, en fait, il voulait exposer ses élèves au stress de la scène le plus vite possible, même quand ils n'étaient pas bons. Et donc moi, alors que j'étais débutant, il m'a fait participer dès le début à des petits concours internationaux et tout. Et donc moi, j'arrivais dans ces endroits où, en fait, je me retrouvais avec des Chinois qui avaient 10 ans et qui jouaient ultra bien. Et moi, je débarquais à 15-16 ans et je jouais des morceaux beaucoup plus faciles. Donc ça me mettait une pression de malade en fait, de se dire ah ouais je suis dans un endroit tout seul, mon prof ou mes parents quoi n'étaient pas là, limite je me suis déplacé à l'étranger ou dans une autre ville pour ça, et je vois que tout le monde est plus fort que moi, et en fait c'est des bons souvenirs, parce que j'avais cette pression, mais du coup j'étais ultra focus pour bien jouer, et pour réussir à prouver que j'avais un peu ma place, et souvent du coup j'ai commencé petit à petit à gagner des prix, même si je jouais des morceaux plus faciles, juste parce que j'arrivais à être plus focus dans l'instant présent au moment où j'étais sur scène. Ok. Et du coup, t'avais pas t'étais stressé quand même ou pas? Ou t'avais un peu cette faculté de justement rester calme et focus du coup, J'étais super stressé, mais de la bonne manière, où en fait c'était vraiment comme une manière d'augmenter l'enjeu pour moi et de me dire, ok, là, tu as 10 minutes devant le jury, et après ce sera un autre candidat. Du coup, j'essaie de vraiment jouer ma vie sur ces 10 minutes et je jouais mieux qu'à la maison. En fait. Ouais, donc t'as je sais plus comment on appelle ça, mais t'as le bon stress. Ouais. Il y a le stress en cours, ouais. t'es meilleur qu'en compétition ou en prestation, c'est le bon.
Et tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne je sais pas s'il y a des critères ou comment ça fonctionne un concours de musique, parce que on se rend Après, il y a peut-être pas plein de forcément niveaux compte. il y a plein de niveaux de concours de musique différents. Tu vois, là, je te décris des trucs où c'était des concours pour jeunes pianistes. Et après, c'est pas des concours. Enfin, après, tu as des niveaux beaucoup plus élevés. Par exemple, concours Tchaïkovski, concours Reine-Elisabeth. En fait, il y a un peu tous les âges et tous les niveaux. Mais en gros, c'est toujours. Bah, ouais, c'est assez simple. Tu arrives à un endroit, tu as une scène, un beau piano à queue, et puis tu as un panel de jury qui est assis au premier rang. T'as pas de public, enfin tu peux avoir du public, mais souvent t'as que le jury. Et donc il y a un peu un silence de mort qui règne dans la salle. Et chaque jury a sa petite feuille devant lui pour noter les commentaires et tout. Et il y a un côté un peu cruel en fait, euh, mais qui moi justement me plaisait. Tu vois, ce côté vraiment, il n'y a pas de pitié, c'est juste tu joues et tu es évalué sur ce que tu fais. Tu n'es pas évalué sur comment tu as parlé, comment tu es habillé, tout ça. Euh, Justement, ça change de justement tout ce qui est réseaux sociaux et tout aujourd'hui, où il y a tout le packaging qui est important. Là, c'est vraiment pur et dur seulement sur la musique, tu Oui, c'est dans un sens c'est objectif un peu, vois. Ouais, c'est ça. on va dire. Ok, et du coup, t'en fais beaucoup, et jusqu'à quel âge t'en fais, enfin, à peu près Bah, enfin, du coup, ouais, j'en ai fait, on va dire, de temps en temps pendant toutes mes études, et en montant un peu de niveau à chaque fois. Mais ouais, encore une fois, oui, pour clarifier, je suis pas non plus en train de dire que j'ai fait Reine-Elisabeth. Tu vois, je veux que ce soit, clair, parce que du coup, après, justement, quand j'ai eu 20 ans, 21 ans, 22 ans, bah, j'étais un peu à la porte de ces vraiment plus gros concours internationaux. Et c'est là où j'ai pris un virage, où, bah, on en parlera après, mais après j'ai arrêté le piano. Euh, mais, euh, mais ouais, j'en ai fait un peu toutes mes études, quoi. ok, et du coup, ça t'a amené, de ce que j'ai l'impression, à voyager Ouais. un peu partout. Et à faire des petits concerts et tout ça, c'est un peu le meilleur moyen de commencer une carrière quand tu es jeune musicien classique, en fait, les concours internationaux. Et du coup, à ce moment-là, t'étais aussi en études, on va dire, normales, ou t'étais déjà dans un vraiment schéma plus que piano? Bah, du coup, au lycée, j'ai réussi à rentrer dans un lycée à horaire aménagé pour musiciens. Donc là aussi, c'était vraiment sélectionné sur bah, ton niveau de musique, etc. Et après, du coup, je suis rentré au Conservatoire national après le bac, qui est un peu l'équivalent d'une école supérieure, mais en musique. En fait, c'est un peu ça tes études. Comme si tu étais à l'université ou à Sciences Po, quoi. Après, j'ai fait quand même aussi une licence de philo après le bac. Enfin, j'ai fait une partie de licence de philo au moment où je préparais le Conservatoire national. Et après, du coup, je suis rentré au Conservatoire national, donc j'ai arrêté. Et j'ai repris la licence de philo après, plus tard. Enfin voilà, j'ai fait des allers-retours comme ça. Ouais, donc t'avais quand même un truc où t'avais une autre Non, en fait, passion, ou je sais oui, pas, t'étais un peu. la licence de philo, c'était pas en mode plan B professionnel, tu vois, parce que c'est limite moins sûr comme métier que musicien. Là, c'était juste parce que après, j'avais fini le bac assez tôt, parce que j'avais sauté une classe, donc je me retrouvais sans rien. À 17 ans, je me disais, bon, bah, je veux quand même étudier, enfin, je voulais quand même continuer à étudier des choses qui m'intéressaient, mais c'était plus pour ma curiosité personnelle, quoi. Oh, En parallèle, pour pas faire que du piano, quoi. c'est intéressant aussi Ouais. de faire la philo. Donc t'avais une passion un peu philo. C'est Ouais. parce que t'as fait quoi comme bac? À elle, du coup. Ok, ouais, c'est ça, ça venait de là, j'allais dire, est-ce que c'est littéraire ou pas? Et du coup, bon, je veux bien qu'on parle de ton revirement de situation un peu. Donc à un moment, tu arrêtes le piano et tu repars en philo, si j'ai tout compris dans mes recherches. Pourquoi pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé Bah, du coup, ouais, je suis arrivé à la fin de mes études donc, au Conservatoire national, à la fin de l'équivalent de bachelor licence, donc un peu le premier grand cycle. Et là, en fait, je me disais que j'avais l'impression d'être arrivé un peu dans une impasse au niveau de mon futur, parce que je me projetais pas en fait dans la suite. Je me voyais pas. En fait, je me disais bon bah les options, c'est soit maintenant tu vas passer des diplômes de pédagogie et tu vas devenir prof quelque part, soit tu vas continuer pendant 10 ans à tenter des concours internationaux de plus en plus importants et essayer d'en gagner un qui te rende célèbre mondialement. Et donc ça, bah, faut investir des années à faire ça en fait, à en faire plusieurs et tout.
Et le truc, c'est que je voyais que en fait, même dans les cas où tu pouvais gagner un gros prix comme ça, en fait, ça offrait pas une vie qui m'intéressait. Donc, en fait, toutes les options, au final, me plaisaient pas. Donc, je me disais, ok, bah, ça veut dire qu'il faut changer un truc, mais, mais je savais pas quoi. Ouais. Donc, je me suis juste dit, bon, bah, il faut suivre un peu son instinct. Donc là, il faut arrêter. Et puis, je trouverai plus tard ce que je veux faire. C'est ça que je me suis dit. Donc je me suis dit, ok, bah, j'arrête. En attendant, je vais finir mes études de philo. De toute façon, ça m'intéressait. Mais là encore, je ne me projetais pas dedans au niveau professionnel. C'était vraiment juste parce que je voulais m'intéresser à ça. Et puis voilà, trouver le temps de réfléchir à ma vie et tout. Bah, en même temps, c'est pas facile, super jeune non plus. Ouais, Enfin, du coup, bah t'as là, fini- j'avais 22, 23 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 23, ouais. Et donc là, je suis retourné faire mes études de philo. Et après, ouais, j'ai fait plein d'autres choses. Et du coup, t'as fini ta licence de philo. T'as fait une licence de Ouais, philo. c'est ça. T'as terminé. Voilà. Et après, j'ai pas fait de master non plus. Donc j'ai fait plusieurs drop-out. J'ai drop-out du piano. Après, j'ai fait la philo, j'ai pas fait de master de philo. Là, je suis parti voyager, faire plein de trucs. Et je suis parti en Thaïlande, notamment. Et là, là, après, c'était à peu près pendant le Covid. Euh, donc, j'ai voyagé, j'ai fait plein d'autres choses. Et puis après, voilà, j'ai pris la décision de revenir au piano. Mais on va dire 3 ans plus tard, quoi. 3-4 ans plus tard. Ok. Et pendant tout ce temps, tu continuais quand même. Enfin, tu faisais quand même du piano régulièrement ou ça, ou c'était Ouais, vraiment mais, une bah, rupture? ça dépendait des moments. Quand j'étais en voyage, j'en faisais pas. Sinon, j'en faisais de temps en temps. Mais plus vraiment en mode amateur, en fait. C'est-à-dire que tu joues de temps en temps quand tu as envie, mais pas en train de travailler tous les jours, quoi. Ok. Et du coup, c'est le fait de voyager, d'avoir fait plein de choses qui t'a fait revenir un peu vers le piano, ou est-ce que tu voyais des débouchés que tu voyais pas avant et du coup tu t'es remis Ouais. dedans? C'est quoi Ouais, bah, c'est un peu les deux, en fait. Le fait d'avoir fait cette pause, ça m'a fait explorer plein de trucs, notamment dans l'entrepreneuriat. J'ai rencontré plein de gens qui faisaient des projets différents et tout. Notamment bah, un pote qui était qui s'est lancé dans la mode et qui s'est lancé sur les réseaux et qui a pris genre 300 000 abonnés sur TikTok super vite. Et à l'époque, lui-même, il me disait, bah oui, regarde, c'est une nouvelle opportunité, faut que tu fasses pareil avec le piano et tout. Et donc, moi, bah, j'étais en voyage, j'avais arrêté le piano. Mais j'ai eu cette passion du piano qui est revenue, en fait, en écoutant de la musique et en me projetant dans toutes ces belles œuvres un peu que j'avais oubliées. Et donc, cette passion qui est revenue, et en même temps, bah, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles opportunités avec les réseaux sociaux. Donc, justement, le confinement, bah, il y a eu l'arrivée de TikTok, du format court et tout. Et donc, je voyais que sur ces plateformes, il y avait plein de gens qui faisaient du piano et qui avaient des millions de vues, mais qui n'étaient pas du tout pianistes professionnels, qui étaient vraiment purement débutants. Ils avaient 1 an de piano, ils jouaient des petits morceaux super simples, et je voyais que ça intéressait vraiment les gens. Ils faisaient des millions de vues, quoi. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas normal qu'il n'y ait aucun pianiste professionnel qui fasse ça et qui joue d'autres choses, qui joue de la musique classique. Donc je me suis dit, bah là, je vais essayer ça en fait. Ok. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai la même chose pour la danse et je trouve Ouais. que c'est toujours ceux qui ont le plus d'abonnés et tout ça, c'est Oui. pas des professionnels ou c'est des gens qui Bah oui, c'est pourraient, n'importe qui Ouais, pourrait ouais. le faire dans le salon, on va Et dire. parce que plus les ou gens, moins. en fait, je pense, le public, il se rend pas compte des différences de niveau. Mais du coup, le réflexe, quand tu vois ça, souvent, c'est de se dire, ah ouais, il est trop nul, il mérite pas ses abonnés. Donc voilà, le monde part en couille. Voilà, ça, c'est le réflexe de base. Mais moi, j'ai essayé de me dire, non, mais il faut aller au-delà de ça et se dire, non, mais pourquoi, en fait, moi, je le ferais pas moi-même en le faisant mieux, tu vois? Au lieu d'être dans une posture de mépris et de jugement et de se dire, moi, je suis au-dessus de ça, et bah, de se dire, non, moi, je suis pas au-dessus. En fait, il a compris un truc que moi, j'ai pas compris sur les réseaux, sur la psychologie des gens. Et donc, je vais utiliser ça, mais en essayant de proposer ma propre musique. Enfin, la musique que j'aime. Ouais, bah c'est plutôt malin et mieux de faire ça par bienveillant Oui, un peu, on va dire, ouais, c'est que ça. de juste dire c'est nul, mais Mais rien. parce qu'il y a beaucoup de musiciens Rien faire. classiques qui voient tous ces gens et qui ont beaucoup de mépris parce qu'ils voient qu'ils ont des millions d'abonnés et ils vont se complaire en fait dans le mépris et l'entre-soi. Et ça, je trouve ça super dommage. Ouais, bah ça peut paraître un peu inaccessible, je trouve. Enfin, en plus, le classique et tout ça, par exemple, Ouais. aller voir un concert, aller voir, c'est pas forcément des choses
super abordable non plus Ouais. en termes de prix, de budget, etc. Mais il y en a peu qui se lancent, donc tant mieux si Oui. ça commence un petit peu. Et du coup, c'est quoi par exemple, je sais pas, la première vidéo que tu as fait ou comment tu t'es lancé Tu avais déjà l'idée du concept, enfin, on va reparler un peu après, mais actuel ou Non, j'avais différentes idées. J'ai testé, en fait, pendant 1 an à peu près, j'ai testé des vidéos qui partaient un peu dans différentes directions, mais sans beaucoup de résultats. Ça faisait pas beaucoup de vues. Mais bon, à l'époque, ça me semblait quand même énorme. Du genre, voilà, quand je suis arrivé à 5000, 10 000 abonnés et tout, en fait, c'est pas énorme, mais à l'époque, je me disais, ah ouais, enfin, c'était limite le plus gros compte de piano classique au monde, alors que j'ai juste 5000 abonnés, mais juste parce qu'il y avait tellement de personnes qui faisaient ça. Donc je testais des trucs, par exemple, soit de jouer juste mes morceaux classiques, soit de écrire des sortes de remix. Par exemple, je prenais une chanson de rap et j'essayais de la transformer en musique classique. Euh, ou voilà, des trucs un peu créatifs comme ça. Et après, il y avait le format justement dans les gares, où j'ai vu que c'est ça qui marchait le mieux. Et c'est là où les pianistes faisaient des millions de vues sans savoir vraiment jouer du piano. Donc c'est là où je me suis dit, bah ok, je vais faire pareil dans une gare, mais en jouant des vrais morceaux. Et après, j'ai filmé ça, j'ai vu que ça marchait beaucoup mieux que les autres trucs où j'étais dans mon studio de piano et je me prenais la tête à écrire un remix de malade d'une chanson et tout. Et en fait, juste aller jouer un morceau dans une gare, ça marchait beaucoup mieux et c'était beaucoup plus facile à faire. Donc je suis passé sur ce format, après je l'ai amélioré petit à petit et tout. c'est ce que j'allais dire, les personnes ne se rendent pas compte du remix, du travail et tout ça, alors Oui. que dans une gare où c'est un peu atypique, ça fait direct. Bah, c'est ça, ouais. En fait, ouais, le niveau d'investissement que tu mets dans la préparation d'une vidéo, c'est pas du tout corrélé au succès de la vidéo. Donc c'est ça qui est un peu cruel au début, quoi, avec les réseaux sociaux. Tu peux passer 1 mois sur un truc, et ça va flop. Et il faut pas se décourager, quoi. Et du coup, est-ce que tu as une recette un peu où tu arrives maintenant à cerner un peu ce qui marche dans tes vidéos, ou est-ce que c'est toujours un peu aléatoire et des fois tu sais pas pourquoi il y en a une qui marche mieux que l'autre, par exemple? Bah, j'ai réussi à cerner un peu des ingrédients fondamentaux que j'essaye d'intégrer à chaque fois. Mais malgré ça, non, je dirais quand même pas que j'ai vraiment décodé le truc à 100%. Donc je continue à faire des flops. Mais je me dis, ouais, c'est pas grave, j'accepte cette part un peu de variance. Mais bon, j'essaie quand même d'avoir ces éléments à chaque fois qui sont présents. Donc du genre, euh, bah, si possible, quand même que le morceau, si c'est de la musique classique, qui soit assez connu. Avoir cet élément de storytelling, ça c'est l'élément le plus important, je pense, où tu n'es pas juste en train de dire regardez-moi jouer, mais tu es en train de dire regardez, il s'est passé cet événement imprévu. Et donc là, c'est là où il y a le côté un petit peu mise en scène qui va être important. Donc d'avoir un autre musicien qui va arriver, qui va se joindre à toi, un chanteur, un violoniste, euh, et du coup de surprendre les gens autour et de filmer les réactions des gens. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants. Et puis après, il y a plein de petites subtilités de montage, etc. Ouais. Et tu travailles, bon, ça a peut-être évolué depuis le début, mais aujourd'hui tu travailles tout seul, tu as une équipe. Comment tu prévois par exemple tes vidéos? Est-ce que tu es à peu près tout seul ou comment ça marche? Bah ouais, je suis essentiellement tout seul. Après, sur l'étape du montage, j'ai recruté des monteurs qui m'aident sur le montage. Mais je continue à faire là aussi en fait une grosse partie moi-même. Parce que c'est un format qui est tellement spécifique. Aussi, il faut être musicien pour justement bien capter comment adapter le montage au morceau. Donc les monteurs, ils me font une première étape et moi, je finis moi-même. Mais ouais, en ce moment, j'essaye de trouver des moyens de déléguer un petit peu, même le côté tournage, d'avoir quelqu'un qui vient m'aider sur place, parce que en fait, c'est super galère à organiser. Parce que c'est devenu vraiment un tournage hollywoodien, tu vois. Il faut plusieurs caméras, il faut prévoir exactement où est-ce que chacun se place, qu'est-ce qu'il va dire, à quel moment. Et donc c'est devenu un truc beaucoup plus important qu'au début où juste j'allais poser mon téléphone et je jouais, quoi. Ouais. Et du coup, tu... est-ce que on va dire, comme tu disais, il y a des gens, ils doivent se placer, tu scénarises un peu tout, ou est-ce qu'il y a quand même une part un peu aléatoire, ou des fois ça va juste être, je sais pas, même par rapport au public qui sont là, pour les filmer ou quoi, est-ce que ça Ouais. pose des problèmes, ou est-ce que justement tu as une petite organisation un peu Bah, ce qui est scénarisé, c'est vraiment le côté musical. Donc qu'est-ce que je joue et avec qui. Et donc à quel moment à quel moment l'invité va arriver, qu'est-ce qu'il va jouer.
Après, ce qui est pas scénarisé, par définition, c'est l'environnement autour. Donc les gens, c'est des vrais gens qui sont là, tu vois. Je vais pas payer une foule d'acteurs, tu vois. Ils sont tous là et ils sont vraiment surpris, ils réagissent vraiment à la vidéo. Et donc tous les caméramans, ils essaient de capter l'ensemble de la scène. Donc les musiciens, les réactions des gens, etc. Et après, tout ça, c'est optimisé au montage, quoi. Ok. Et du coup, parce que j'ai regardé, je pense que tu le disais dans le dernier épisode, que justement tu disais que c'était en partie scénarisé et qu'après le reste c'était, comme tu dis, les réactions des personnes. Et justement, dans les commentaires de tes vidéos, c'est le débat éternel, j'ai l'impression, des commentaires. Et est-ce que toi, tu voulais le dire ou pas le dire, ou est-ce que tu voulais que ce soit un peu secret, que ce soit organisé? Parce que j'ai l'impression que dans les commentaires, ça anime et c'est limite un truc de haine un peu, de non mais c'est sûr que c'est faux, mais dans l'absolu, c'est pas grave. Donc comment tu te positionnais un peu toi sur ce point-là? Non, moi j'ai toujours assumé que c'est des mises en scène et que c'est pas des. Enfin, si, en fait, au début, c'était vraiment des inconnus qui venaient jouer avec moi. Enfin, c'est comme ça que j'ai trouvé ce format d'ailleurs, justement. Parce que j'ai vu que quand il y avait un imprévu ou quelqu'un qui se rajoutait, et ben, ça rajoutait vraiment du piment en termes d'histoire à la vidéo. Donc après, petit à petit, je l'ai créé moi-même, ce truc-là, et aussi en jouant avec des musiciens de meilleur niveau. Et maintenant, c'est devenu vraiment des stars internationales qui viennent jouer avec moi. Et donc ça, forcément, c'est mis en scène, mais ça, je l'assume à 100%. Mais je ne le dis pas dans la vidéo. C'est là où, effectivement, il y a une nuance, c'est que dans la vidéo, j'essaie de créer cette histoire de la manière la plus crédible possible. Mais évidemment, les gens, moi, je compte juste sur le fait que les gens, ok, peut-être ils vont y croire la première fois, ensuite, ils vont kiffer la musique, et s'ils vont s'abonner, etc., ils vont comprendre évidemment que c'est juste un procédé narratif, et ils vont comprendre l'utilité du truc. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est juste la cause de pourquoi tu crées ce storytelling, sachant qu'en fait, ta vidéo, au lieu d'être vue par 100 000 personnes, elle peut être vue par 100 millions de personnes. Si tu crées cette histoire, c'est bête de ne pas le faire. Et après, peut-être que tu auras 10 000 personnes qui sont un petit peu bornées et qui vont se vexer parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a menti. Mais je pense qu'en fait, ces gens juste, ils se rendent pas compte de la psychologie humaine. Et ils pensent que leur cas est une généralité. Et ils ne se rendent pas compte que même eux, en fait, ils n'auraient pas vu la vidéo s'il n'y avait pas eu ce procédé-là. Donc ils te disent oui, mais j'aurais préféré si tu avais juste joué sans la mise en scène. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'auraient juste pas vu la vidéo du tout, parce qu'elle n'aurait juste pas été poussée par l'algorithme. Donc ils sont un petit peu bornés, mais je pense qu'au fur et à mesure, pour moi, mon pari, c'est que les gens, au fur et à mesure, ils voient que c'est mis en scène, mais ils continuent à apprécier pour la musique, en fait, tout simplement. Ouais. Et comment tu trouves du coup, les invités, les musiciens, ou chanteurs ou autres qui viennent, au fur et à mesure, maintenant, tu arrives à avoir un peu cette, je sais pas, légitimité ou quelque chose qui fait que tu arrives à avoir suffisamment de personnes et comme tu disais, des stars internationales ou des choses comme ça au début? Ouais, au début, j'essayais de contacter juste des musiciens, enfin mes potes par exemple, ou mon frère, ou des gens du conservatoire. Et puis en fait, vu que ça fait beaucoup de vues, il y a même des musiciens connus qui au final se disent ok, en fait, je peux être gagnant à aller participer à cette vidéo pour toucher un nouveau public, donc que ce soit des musiciens classiques ou même des chanteurs de jazz ou quoi. En fait, ils commencent à voir un peu l'utilité de se dire je vais être exposé à des nouvelles personnes, quoi. Et est-ce que tu as des critères un peu j'allais dire, de style ou dans ton genre de musique ou ton genre de chanteur ou de musicien qui viennent? Tu as des critères, c'est quoi comment tu choisis? Moi, ma ligne éditoriale, c'était vraiment au début uniquement de la musique classique, parce que c'est vraiment, c'était ça ma formation, mon parcours et tout. Et petit à petit, j'ai commencé à faire d'autres trucs aussi, par exemple des chansons je sais pas, de Édith Piaf, Aznavour, des choses comme ça, chansons françaises, ou des chansons de jazz. Et en fait, là, aujourd'hui, ma politique, c'est de me dire, je fais des morceaux que j'aime. Donc, s'il y a un truc que j'aime écouter, par exemple, que ce soit du classique ou pas, je peux le jouer. J'ai pas de problème avec ça. Je suis moins borné sur l'idée de dire non, je vais faire que de la musique classique. Mais je vais pas pour autant faire des musiques que je trouve nulles, juste parce qu'elles font des vues. Du coup, avant d'arriver un peu, j'ai envie de dire, au stats, etc., à quel moment, du coup, tu t'es
as compris que ça marchait et tu t'es dit que tu allais te dédier à ça, enfin, à titre vraiment professionnel par exemple, ça a été assez vite ou en combien de temps, on va dire, ça a décollé? Je sais pas exactement les... Ouais, comme je te disais, en fait, ça a mis au moins un an et demi avant de vraiment décoller. Mais moi, j'étais dans cet état d'esprit où j'avais décidé que je voulais me lancer là-dedans et je pensais vraiment que ça allait marcher. Donc, en fait, dans ma tête, j'étais déjà dédié à ça, même quand ça marchait pas encore. Ouais. Parce que j'avais vraiment cette intuition un peu plus stratégique qu'à long terme, ça devait forcément marcher. Du coup, même quand ça marchait pas ou ça faisait pas d'argent, c'était ça mon taf. Je faisais que ça. Donc c'était un peu la même chose que pendant les concours ou quoi, où tu avais cette faculté de focus, on va dire, et te dire, quoi qu'il arrive, on Oui, y c'est va. ça, et de voir assez long terme pour se dire là, même si maintenant, c'est pas la situation que je veux, je dois quand même persister parce que à long terme, je sais que ça va être différent. Et du coup, enfin, à partir de... Ouais, donc au bout d'un an et demi, tu as réussi à, on va dire, je sais pas, te rémunérer d'une certaine façon, ou commencer à pouvoir dire que tu en vis ou que c'est ton métier. Ouais, c'est ça, en fait, la croissance, elle est super exponentielle. Donc, pendant très très longtemps, c'est très très plat. La courbe, ça monte très très doucement. Et après, il y a une vidéo où ça va exploser. Et tu vas passer un palier. Ensuite, ça va re-être plat. Ensuite, ça va re-exploser. Donc, c'est vraiment dur à prévoir. Parce que c'est pas un truc où tu sais que tu prends, je sais pas, tu prends 100 000 abonnés tous les mois. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, tu vas prendre zéro. Et après, d'un coup, tu vas prendre 1 million. Enfin, j'exagère, mais c'était un peu ça. Et du coup, ouais, au bout un an et demi, c'est là où ça a commencé à pouvoir, ouais, où j'ai commencé à pouvoir en vivre, c'était avec du coup les abonnés, enfin les vues YouTube, TikTok, les plateformes, elles te rémunèrent. Et puis après, les placements de produits aussi. J'en fais pas beaucoup, mais ils sont bien payés. Donc, et puis après, les concerts, justement, les opportunités de concerts, tout ça sont revenus aussi. Ouais, oui, c'est vrai qu'une fois que tu étais un peu connu, bah, du coup, forcément, les opportunités elles sont arrivées en même temps. Et du coup, tu fais. Est-ce que tu as un rythme, par exemple, de vidéo ou je sais pas, comment tu t'organises pour tes tournages, au niveau des publications? C'est fixe ou c'est un peu libre? Je sais pas. Ouais, moi, je suis vraiment pas du tout organisé. Donc, en fait, ouais, c'est un peu extrême. Souvent, par exemple, je vais rien poster pendant assez longtemps parce que je vais être en train de filmer plein de nouvelles vidéos sans avoir le temps de les monter. Parce qu'en fait, ça qui prend du temps, c'est le montage. Et donc, je vais être dans une phase de 3 mois où j'ai que des tournages. Et après, je vais arrêter de tourner et je me dis, ok, il faut que je sorte tout ça. Et je vais faire que poster. Donc, j'ai pas trop de régularité en fait. Et ça te pénalise pas, enfin parce que justement on voit tout le temps sur les réseaux, il faut être régulier, il faut poster tant de Non, choses ça non, et je toi, pense pas. En vrai, je pense que ça, c'était un conseil qui était valable sur YouTube il y a 5-10 ans. Mais je pense qu'aujourd'hui, les plateformes, elles valorisent pas spécialement la régularité. C'est vraiment chaque vidéo qui est évaluée en elle-même. Ouais, donc faut mieux une meilleure vidéo que trois Ouais. vidéos Ouais. moyennes, on va dire. Ok. Et comment tu réagis, je sais pas, ou tu sens toi par rapport au fait qu'à un moment, bah, enfin, ton nombre d'abonnés il explose et que enfin, tu regardes les réels, il y a des millions, même des centaines de millions de vues parfois. C'est énormément de personnes. Comment enfin, tu quantifies ou tu te rends compte un peu je sais pas, des nombres que ça représente ou comment Non, en vrai, je me rends pas vraiment compte parce que vu que justement, c'est souvent des vues internationales parce qu'il n'y a pas de parole. Donc en fait, tu te rends pas compte parce que c'est pas comme si, je pense, si tu fais 100 millions de vues en France, tu es un peu une star quand tu marches dans la rue et tout, alors que moi, pas trop en fait. Enfin, j'ai peut-être 100, 200 000 abonnés qui sont en France sur tous mes abonnés, mais sinon des millions qui sont dans d'autres pays. Donc en fait, dans ma vie quotidienne, ça change pas grand-chose, donc je m'en rends pas trop compte. Du coup, c'était assez récent, je pense, c'était 2023. Tu bats le record de nombre de vues, justement. Ouais. Et là, enfin, est-ce que tu t'y attends? Enfin, je sais pas si on peut s'attendre à un truc comme ça, mais est-ce que cette vidéo, je sais pas, t'en étais fière, tu pensais que ça allait marcher, ou il y avait quelque chose de particulier, ou est-ce qu'au contraire, ça aurait pu être une autre vidéo et tu t'en serais jamais... Ouais, non, je pense que c'était impossible de prévoir. Enfin, je savais que c'était quand même une bonne vidéo.
justement sur les ingrédients que je t'ai cités un peu plus tôt, ça cochait vraiment plein de cases qui sont importantes en termes de vidéo, enfin, globalement, juste, elle transmettait une émotion qui était forte. C'est ça, finalement, le truc le plus important. Mais je ne pouvais pas savoir à quelle échelle ça allait percer, quoi. Ça, c'est sûr. Mais du coup, ouais, j'étais super content. Et en plus, il y a ce côté où, vu que c'est avec une invitée, c'est pas en mode juste un succès personnel, mais c'est aussi, ça va faire percer quelqu'un, tu vois. Et donc là, bah, ça fait percer cette petite violoniste qui s'appelle Dina Mourar. Elle a pris 100 000 abonnés sur Insta du jour au lendemain. Elle passait de 200 abonnés à 100 000, alors qu'elle a genre, je sais plus, elle a peut-être 8 ans ou 10 ans. Et du coup, c'est trop bien pour elle, en fait, pour aussi l'encourager dans la voie du violon et tout, quoi. Ouais, et du coup, à chaque fois, tu penses que... Enfin, là, c'était le cas le plus extrême. D'ailleurs, je sais pas, ça faisait combien de vues, tu sais, sur cette vidéo, le record, c'était combien de... Bah là, du coup, elle a 300 millions sur Insta. Ok. Et le record qu'elle a battu, c'était le record, je crois, de l'année, enfin du réel le plus vu de l'année. Parce qu'il y avait le réel de Messi de la Coupe du Monde qui était genre à 230, un truc comme ça, millions. Et ouais, du coup, c'est ça c'est ça qui est cool, c'est de se dire que c'est une vidéo de musique qui dépasse le foot, la mode, enfin tous les trucs où aussi il n'y a pas de star dedans, tu vois. Et donc ça, c'était agréable de réaliser ça, quoi. Et du coup, à chaque fois, t'essayes de... Enfin, t'aimes ça aussi de pouvoir faire découvrir justement peut-être des musiciens ou des chanteurs dans l'absolu pas connus en tant que tels, ou en tout cas sur les réseaux, et de pouvoir les... Bah, finalement, je pense que tu les aides, enfin chaque réel, ça doit, dans une moindre mesure, les faire... Ouais, carrément. Bah, ça, justement, c'est ça qui est cool aussi, c'est que justement, je te disais, il y a des stars internationales qui font des vidéos, mais en fait, aussi, je me rends compte que c'est pas vraiment ça qui compte pour faire percer la vidéo, de est-ce que tu joues avec une star ou pas. C'est plus vraiment l'état d'esprit de la personne, l'émotion qu'elle va transmettre. Et alors que limite, si tu joues avec un musicien connu, mais qui est un peu arrogant ou quoi, il va pas transmettre la bonne émotion, et même s'il joue bien, ça va pas percer. Donc ça, je trouve ça assez beau finalement. Ouais, je suis d'accord. Et puis on voit dans tes vidéos que... Enfin, le public, par exemple, il passe un peu par toutes tes émotions. Bah, j'ai l'impression, des fois ils sont tristes, des fois ils sont contents, mais tu vois que la plupart restent pas insensibles, enfin, dans tous les cas. Donc par la musique, tu arrives à un peu toucher les gens qui attendent leur train, je sais pas. Mais c'est... Est-ce que tu avais déjà conscience un peu de ce truc un peu de... Bah aussi fédérateur, on va dire, de... Enfin, ça se rapproche quand tu joues des choses comme ça. Bah ça, je l'ai un peu découvert justement en jouant dans les gares. Parce que c'est justement ça qui est beau, c'est que c'est complètement différent d'une salle de concert de piano classique où tu vas aller jouer là-bas, mais en fait les gens ils ont payé leur billet pour t'écouter. Et donc en un sens, leur évaluation, elle est un petit peu faussée parce qu'ils ont déjà investi, ils ont déjà décidé de t'écouter. Donc tu n'arrives pas vraiment à les convaincre de zéro. Alors que avec un public qui n'a pas demandé à t'écouter, bah, si tu arrives à les toucher, ça veut vraiment dire que tu as réussi à percer un peu cette barrière sociale et à toucher leur émotion. Alors qu'ils n'avaient pas demandé ça, en fait. Donc je trouve que c'est une preuve encore plus forte de l'universalité de la musique, quoi. Ouais, bah, et puis du coup ça se voit, c'est encore plus universel vu que c'est vu partout, enfin, grâce à tes vidéos. Moi j'avais une question, enfin je sais pas, c'est ma réflexion, tu me diras si c'est ça ou pas. Est-ce que c'est pas un peu frustrant peut-être de justement, par exemple sur tes réels, enfin je sais pas exactement le temps, mais c'est un réel, c'est on va dire 1 minute voire moins. Est-ce que c'est pas frustrant en tant que pianiste de justement poster un extrait si court d'un morceau ou d'une musique, etc. Ouais, sur Insta, c'est 1 minute 30. Mais ouais, en vrai, après, je fais quand même maintenant tous les morceaux en entier. Donc, c'est pas frustrant parce que si le morceau il fait 2-3 minutes, bah, je le fais en entier. Et je vais le mettre en entier sur TikTok et sur YouTube. Donc c'est juste les gens qui sont sur Insta qui ont la version courte, ils demandent la partie 2. Ouais. Oui, ok, donc tu arrives quand même à... Enfin, tu joues quand même réellement le morceau. Ok, c'était ma petite question, un peu
un peu personnelle. Est-ce que tu as des inspirations, je veux dire, particulières en termes de musiciens, enfin de compositeurs, même pas forcément de musique classique, je sais pas, comment tu t'inspires et tu fais ta sélection au final Tu veux dire sur les musiciens avec qui je collabore, par exemple? Comment je les trouve? Bah oui, ou est-ce que quand tu choisis les musiques, c'est parce que tu as vu, j'en sais rien, un compositeur ou quelqu'un qui te plaît, mais tu peux... Ah oui. Ouais. Bah, c'est vraiment en fonction de mes goûts, du moment, de ce que j'aime écouter, tu vois. Ou par exemple, ouais, ou si je tombe si je tombe sur une vidéo Insta ou YouTube de quelqu'un qui chante super bien, mais qui fait pas beaucoup de vues, bah, je vais être content de me dire, ah ouais, j'ai trouvé une pépite, et je suis sûr qu'elle peut faire 50 millions de vues, alors qu'elle ne le sait pas, tu vois. Et ça, je trouve que c'est assez cool comme sentiment, en fait, de repérer un talent un peu brut et savoir que là, elle ne fait pas de vue, mais avec justement le bon storytelling et le bon packaging, bah, en fait, les gens vont trouver que c'est un génie, alors que là, il a 300 vues. Tu Ouais. Et du coup, après, vous vous mettez ensemble, vous vous mettez d'accord pardon, ensemble, ou est-ce que c'est toi qui t'as déjà un peu l'idée de ce que tu veux faire, ou est-ce que c'est vraiment un échange entre vous Ouais, on se met d'accord sur quel morceau faire. Est-ce que la personne elle a un morceau préféré ou quoi? Moi-même, j'ai des idées souvent en avance de me dire, ok, bah, par exemple, avec ce type de voix ou cet instrument, il faut qu'elle joue ça, tu vois, un morceau qui lui correspond. Donc, et puis après, ouais, on se met d'accord. Et puis souvent, on va faire même plusieurs morceaux. On va faire une session avec trois quatre morceaux différents. Et je vais pas forcément tous les poster. Mais comme ça, on donne du choix, quoi. Oui, j'allais dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de pas prévoir quelque chose avec un artiste, etc. Et puis je sais pas, ça rate, ça marche pas. Est-ce que t'as déjà eu des gros moments où en fait la vidéo, Oui. t'as juste pas pu la sortir par exemple parce que je sais pas. Ouais, bah ouais, ça, il y en a plein, ouais, des grosses galères. Souvent, bah ouais, ça peut être lié au. Enfin, oui, c'est pas forcément lié à l'artiste, mais à l'endroit où on doit aller filmer. Par exemple, si le piano, finalement, je me rends compte qu'il marche pas, on peut pas jouer dessus. euh, et du coup, on se retrouve en dernière minute à devoir changer de gare. Et puis, tu as les caméramans qui ont la mauvaise adresse. Et enfin, c'est tout un bordel à gérer. En plus, moi, justement, je suis pas organisé trop comme personne, donc j'arrive toujours en retard. Et en plus, faut anticiper 40 000 détails sur ouais, les caméramans, le piano, euh, les, si tu veux, ouais, même comment capter l'audio, où est-ce que les gens ils doivent se placer. Puis après, tu finis par trouver une gare et tu as la sécurité qui arrive après 5 minutes pour te virer. Ouais, il y a plein de galères comme ça, ouais. Ou parfois, si tu joues avec quelqu'un qui est un peu connu, c'est un peu une diva, et du coup, tu te rends compte qu'en fait, elle a prévu un créneau d'une demi-heure pour tout faire, mais t'as pas le temps, parce que justement, tu dois changer d'endroit et tout. Donc, tu te retrouves à reprendre un billet pour aller dans un autre pays et tout. Enfin, il y a plein de, il y a plein de galères. Ouais, mais bon, ça fait partie du métier. Tu pourrais faire des vidéos, les aléas du tournage du coup. Ouais, les gens ils se rendent pas compte, je pense, parce que en fait, tu te dis oui, bah juste tu vas dans une gare et tu joues, c'est assez spontané et tout, mais en fait c'est ultra dur à organiser. Ouais, et surtout, bah, niveau enfin, sécurité, bah, j'avais vu ta vidéo avec la danseuse, mais Ouais. t'as souvent des problèmes justement un peu Ouais, à cause de bah la à sécurité, parce Paris, ouais. que dans Ouais, les ouais. gares, ouais, ils Ouais. laissent pas trop faire, je crois. Enfin, je sais pas, mais ils Ouais, mettent un piano, mais il faut pas c'est qu'il y ait trop de monde. dès qu'il y a un autre instrument en fait que le piano, je sais pas pourquoi ils ont des cases où en fait ça devient un spectacle s'il y a un autre instrument que le piano, alors que s'il y a que du piano ça va. Et donc si ça devient un spectacle, et bah du coup il faut une autorisation, etc. Et donc c'est super compliqué. Et ils viennent te virer. Ouais. Mais bon, par exemple à Londres, il n'y a pas ça. Là j'étais à Londres hier, il n'y a pas de problème de sécurité et tout. Mais il y a d'autres problèmes. Oui, c'est propre à chaque pays. Ouais. Et tu voyages souvent, du coup, pour des... Enfin, pour enfin, ces tournages? Ouais, bah, souvent s'il y a une artiste, justement, un artiste qui est un peu connu et tout, qui est dans une autre ville, bah, ça ne me dérange pas d'y aller pour filmer avec. Euh, mais après, souvent, il y a pas d'endroit avec autant de pianos publics qu'à Paris. Donc ça reste un peu le meilleur endroit pour ces vidéos. D'accord. Et c'est-à-dire juste niveau, par exemple, qualité du matériel en soi, c'est des bons pianos, etc. Enfin, justement, est-ce que c'est assez facile de Non, jouer bah, là-bas ou est-ce que c'est...
Non, justement, ça dépend des endroits et c'est ça qui est un peu imprévu, c'est que tu peux décider en avance un endroit et en fait tu te rends compte que le piano il n'est pas utilisable et du coup tu dois changer au dernier moment et c'est super compliqué. Mais ouais, souvent les pianos ils sont très très abîmés la plupart du temps. Ouais, bah, il y a du monde Ouais. qui passe dessus. Ouais, ouais. Ok, et tu peux nous donner je sais pas, peut-être ton meilleur et ton pire souvenir un peu euh, de tournage? Ouais. C'est dur. Ouais, parce que ouais, il y en a tellement. Je pense ouais, le meilleur souvenir, enfin un des meilleurs souvenirs qui me vient en tête, c'est justement le côté un peu spontané où j'étais, mais ouais, c'était il y a un peu plus un an et demi, où il y avait un enfant qui était venu pendant que je jouais, mais qui était super à fond dans le piano et qui a joué. Et en fait, on a improvisé une sorte de mini cours et de mini quatre mains sur le moment où je lui ai appris la suite de son morceau. Et en même temps, après, j'ai fait la main gauche et lui faisait la main droite en même temps. Et ça donnait une trop bonne vidéo, en fait, de voir la passion de l'enfant, quoi. Ça, c'était un souvenir de ouf. Et après, bah ouais, musicalement, il y a quand même des souvenirs avec tous les grands artistes qui sont venus pour les vidéos. Et pire souvenir, euh, La personne qui aura fait de la vidéo avec toi qui sera. On va pas laisser personne. non, mais souvent, c'est pas lié à c'est pas Ouais. lié à l'invité, tu vois, c'est vraiment lié aux circonstances. Euh, ouais, souvent, c'est vraiment juste quand il y a un ensemble de galères, parce que souvent, on doit prévoir un endroit pour répéter, tu vois, avant. Et il y avait un moment où j'avais un tournage avec une chanteuse ukrainienne qui était venue un peu exprès et tout, qui chante super bien. J'avais booké un studio de répétition exprès avec elle pour répéter. Euh, et donc, bon, je sais plus, je crois que j'avais déjà eu des galères pour y aller, genre le vélo ou le scooter qui était en panne et tout. Du coup, j'arrive et en fait, le mec du studio, il avait décidé d'annuler la réservation parce que j'avais 5 minutes de retard. La chanteuse, elle était là. Du coup, on a dû trouver au dernier moment, j'ai appelé tous mes potes pour trouver un autre endroit avec un piano pour répéter. Après, on a galéré de ouf. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, enfin, on allait filmer à la gare. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un des téléphones qui n'avait pas filmé. Et elle devait repartir. Et il était genre 21h. Et je l'ai rappelé pour dire bon, est-ce que tu veux revenir parce que ça n'a pas bien filmé et tout. On est retourné filmer. La sécurité est venue. Enfin, il y avait un ensemble de trucs de merde, tu vois. La vidéo, elle n'est pas encore sortie. Mais elle va exister du coup. Ouais, du C'est coup, bon. on a quand même une vidéo. Mais ouais, il y a des accumulations de galères en fait. Mais je pense que ça va être une bonne vidéo quand même. Bah, des fois, le pire tournage, entre guillemets, ça peut être Ouais. la meilleure sortie possible. Ok, bah, je pense qu'on a un peu fait tour, on va dire, même s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais du coup, tu as lancé récemment, justement, bah, avec un de tes amis aussi, pianiste, un podcast. Et du coup, est-ce que tu avais envie de changer un peu? Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Bah, en fait, ouais, moi j'ai toujours été assez curieux et je me suis toujours intéressé à plein de domaines différents. Du coup, je trouvais ça bien d'ouvrir un petit peu, enfin, ouais, d'essayer de m'ouvrir un petit peu au niveau du contenu et pas juste faire les mêmes vidéos avec que du piano et le même format euh, tout le temps. Et donc essayer d'avoir ouais, même inviter des musiciens, tu vois, de parler de leur parcours, ou même justement des trucs hors de la musique, donc qui touchent à la philosophie, au business, à plein de choses, plein de domaines qui m'intéressent. Et je me dis, bah en fait oui, de toute façon maintenant que j'ai une audience qui me suit pour le piano, mais en fait c'est con de ne pas partager plus de choses avec eux. Et donc c'est un peu ça le but du podcast, ouais. Bah, surtout que je pense que du coup, on ne te connaît pas trop Oui, voilà. personnellement non plus, vu que tu joues, mais tu parles pas, Voilà, tu c'est ça. n'as pas d'interaction directe. Ouais, c'est un contenu qui est assez, voilà, qui est quand même presque anonyme, quoi, parce que justement, ouais, on voit pas trop ma personnalité, je parle pas et tout. Et donc, bah ouais, je me suis dit, ok, on va faire un format avec un très bon pote à moi où on exprime vraiment 100% notre personnalité, où ça dure longtemps, etc. Et donc, je pense que la plupart des gens, ils vont jamais vouloir regarder ça, mais on va peut-être toucher 1%
de l'audience qui va vraiment accrocher avec nous et qui va être intéressé par nos débats, par nos idées. Et donc c'est ça le but. Oui, et puis dans tous les cas, ça peut toujours faire un basculement Oui. d'un sens comme à l'autre d'abonnés. Oui, parce qu'après, ces gens-là qui ont été exposés à ta personnalité vraiment en entier, après, ils seront beaucoup plus chauds pour venir à un concert ou acheter un album par rapport à s'ils ont juste vu des vidéos TikTok de toi. Ouais, c'est sûr. Et donc, à part ça, à part le podcast et tout le reste qui continue, est-ce que tu as d'autres projets un peu pour, je sais pas, 2024 ou 2025, bon, dont tu peux en parler, bien sûr, sauf si c'est trop secret, mais est-ce que tu as d'autres envies, d'autres choses que tu aimerais faire Là, j'ai surtout vraiment des vidéos de malades que j'ai filmées, que j'essaye de finir et de poster. Et puis après, j'ai un peu je suis en train d'essayer de voir comment, en même temps, avoir en parallèle une carrière un peu plus traditionnelle de pianiste. Parce que là, j'ai été tellement focus que sur les vidéos que j'ai même refusé tous les concerts et tout ces derniers temps. Et donc de revenir à une carrière un peu de pianiste, que ce soit des concerts ou par exemple faire un album. Mais ouais, je suis en train de voir avec différents labels et tout, c'est un peu compliqué à organiser parce que les labels eux-mêmes, c'est nouveau pour eux, tu vois. Ils se disent, il n'y a pas eu encore en fait de musiciens TikTokers qui ont percé grâce au réseau et qui ont sorti un album. Enfin, en tout cas, en classique, il n'y a pas eu, tu vois. Mais dans les autres domaines, c'est assez fréquent, en pop et tout. Mais en classique, ils sont un peu plus frileux. Donc ouais, je suis en train de voir ça. Et puis après, ouais, je pense à plus long terme aussi, j'aimerais bien créer une manière de faire de la pédagogie. Parce que là, je faisais au début, en fait, sur mes réseaux, de donner des conseils de piano et tout. Après, j'ai complètement arrêté pour faire vraiment que le format viral. Mais finalement, ça me manque. Donc, je trouve un moyen de revenir dans ce truc de pédagogie, mais à grande échelle. Donc, ce serait en anglais, je pense, et trouver le bon format. Peut-être créer une plateforme, tu vois, créer une communauté, tout ce genre de choses. Ouais, mais c'est super intéressant. J'aurai une question après des pédagogies, justement, donc tu pourras donner quelques conseils. Mais j'avais envie de te demander avant, vu qu'on parlait un peu des difficultés avec les labels, est-ce que tu sens qu'il y a une espèce de... pas de jalousie, mais est-ce que tu sens qu'il y a un peu un mauvais regard, par exemple, du côté musique classique, etc., justement par rapport à ce que tu fais, ou est-ce que tu sens que c'est encore un peu... je sais pas, par rapport à ceux qui sont musiciens purs et qui font pas de TikTok ou pas de. C'est sûr qu'il y a. En fait, je pense surtout au début, c'était pas très bien vu. Mais les musiciens classiques, je sais pas, les gens qui ont des salles de concert ou qui ont des labels et tout, je pense qu'ils sont un peu démunis parce qu'ils ont vu un phénomène arriver où en 2 ans, ils ont vu d'un coup des vidéos de piano envahir les réseaux. Et après, du coup, il y a eu moi et après, il y a eu des potes à moi. Donc là, on est 3-4. Et c'est vraiment une sorte de nouveau genre qui a émergé. Et du coup, les musiciens classiques, les gens qui ont des labels, ils voient ça, ils se disent, OK, bah, en fait, c'est intéressant. Mais d'un autre côté, c'est étrange, tu vois, pour eux. Donc je pense qu'ils ne savent pas comment se positionner, en fait. Ils se disent, ah ouais, mais c'est des gens qui sont connus juste sur les réseaux. Mais donc, ça ne va pas marcher s'ils font un album. Tu vois, je pense qu'il y a cette peur-là. Donc ouais, la transition d'un monde à l'autre, elle n'est pas évidente. Mais du coup, tu peux aussi te dire, bah, je vais juste court-circuiter les labels, en fait. Et là, j'ai un pote à moi qui est en train de faire ça, qui est en train d'enregistrer lui-même son album et tout, et qui n'a pas besoin de label en soi. Et puis si t'es le premier, c'est positif. Enfin, ça va être positif aussi à un moment donné. Donc là, je suis en train d'hésiter là-dessus. Est-ce que justement, j'essaie quand même d'être dans ce circuit traditionnel et de me faire accepter par ce monde-là et de les convaincre, ou est-ce que je me dis juste, bah non, mais en fait, eux, ils sont juste trop dans l'ancien monde et je vais tout faire moi-même à ma manière, tu vois. Ça dépend à quel degré tu penses que les gens peuvent changer rapidement, on va dire, dans des milieux comme ça. Est-ce que tu veux nous donner un peu des conseils, par exemple pour des personnes qui veulent se lancer dans le piano, ou même peut-être réseaux sociaux, mais c'est quoi tes petits conseils ou qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Ouais, et bah,
Ouais, je pense, pour quelqu'un qui commence le piano, je pense que c'est vraiment, enfin, si je m'inspire de ce que j'ai fait moi, ce serait à quel point c'est important d'avoir comment dire, de travailler pas de manière bête et méchante. Tu vois, quand tu travailles le piano, c'est pas le nombre d'heures où tu vas répéter bêtement un truc qui va être important, mais c'est vraiment justement quel niveau de focus tu arrives à avoir quand tu travailles. Donc, par exemple, un truc tout con, c'est quand tu dois jouer un morceau par cœur. Bah, en fait, il y a plein de gens qui vont se dire, bon bah ok, je vais juste répéter 50 000 fois mon morceau et ça va finir par rentrer. Mais en fait, euh, si tu es vraiment focus, tu dois jouer ton morceau par cœur, en fait, tu dois être capable d'avoir toutes les notes en tête sans ton piano, mais de le jouer dans ta tête, tu vois, en entier. Mais avec les bons doigtés, les bonnes notes, le bon rythme, etc. Et en fait, ça demande beaucoup de concentration de faire ça. C'est assez dur, même quand tu arrives à jouer un truc sur le piano. Si là, on te dit, bah non, maintenant, tu joues que dans ta tête, souvent, tu n'y arrives pas, en fait. Et donc, les gens, souvent, ils ont la flemme de faire cet effort mental. Et ils vont se dire, bah non, mais j'ai un piano, je vais juste le jouer encore 10 fois au piano. Et il faut se dire, non, non, je fais pas de piano. Je vais d'abord essayer de le jouer en entier dans ma tête. Et si j'y arrive pas, c'est ça que je dois bosser. Et donc, c'est juste plus dur, mais ça prend moins de temps, au final. Bah, c'est tout ce qui est visualisation, Oui. enfin, dans le sport, dans la danse, Ouais. tout ça. Mais ça demande beaucoup de concentration. Et souvent, les gens, ils sont prêts à passer beaucoup de temps sur le truc. Mais si tu leur dis non, tu passes moins de temps, mais juste c'est mentalement plus dur, ils ont la flemme. Comme aux échecs, tu as ce truc où tu fais des problèmes et tu dois en fait mentalement résoudre, trouver des coups et tu n'as pas le droit de bouger sur l'échiquier. Mais ça demande un effort mental qui est super dur et donc les gens ils préfèrent jouer 3 heures au hasard sur un échiquier plutôt que passer 10 minutes à faire du pur calcul. Tu vois. Ouais, c'est juste le fait de se concentrer, enfin, Ouais. de se poser et de se concentrer, Bah je oui. crois, sur, dans ta tête qui est super dur. Ouais. Mm. Ok, bah, je sais pas si tu as d'autres questions, d'autres conseils plutôt. Ouais, un autre conseil, ce serait d'essayer de comprendre à chaque fois quand tu joues un morceau, c'est quoi l'émotion que tu veux transmettre et finalement bah, pourquoi tu joues ce morceau et que ce soit vraiment motivé émotionnellement en fait, parce que tu veux donner une émotion à l'auditeur et pas juste comme si tu étais en train de faire un exercice, tu vois. Et du genre, ah bah ok, j'ai joué toutes les notes, j'ai coché toutes les cases, donc mon prof m'a dit que c'était bien, donc c'est bon, j'ai géré. En fait, ça suffit pas. Il faut vraiment essayer de se dire comme si tu étais un acteur et que tu disais un texte et tu devais vraiment rendre l'émotion de ton personnage. Et ça, c'est super important même pour les débutants, parce que souvent les gens ils disent oui, mais ça c'est important seulement une fois que tu as un certain niveau, mais de toute façon, quand tu es débutant, tu dois juste réussir à jouer les notes. Mais en fait, moi je pense que même quand tu es débutant, et même quand tu joues 3 notes, tu dois réussir à comprendre comment jouer ces 3 notes avec de l'émotion, dès le début, quoi. Bah, surtout que ça aide peut-être, enfin, personnellement, à trouver ça Oui, moins barbant, bah à oui. trouver un sens et à mieux. C'est ça, parce que sinon, il y a plein d'élèves de piano où ils jouent un truc et je me dis, non mais en fait, enfin, enfin, ça sert à quoi de jouer ça? Si tu le joues, tu donnes aucune émotion dedans, t'as juste fait du bruit, tu vois, t'as juste perdu du temps et t'aurais pu juste aller te faire un café à la place, tu vois. T'aurais apporté plus de valeur au monde, en fait. Donc ça, c'est super important. Ouais, je pense que c'est un bon conseil Ouais. pour aider bah, la personne et Ouais. à faire plus plaisir aux potentielles personnes qui écoutent aussi. Alors, il me reste plus que quelques petites questions. Peut-être que tu vas bien les aimer, du coup, si tu aimes bien la philo, je sais pas. Mes invités l'aiment pas d'habitude parce qu'ils doivent trop réfléchir. Non, j'exagère. Je pose à tout le monde un peu cette question de qu'est-ce que c'est pour toi la vie d'artiste ou l'artiste, comment tu définis ça? Ah ouais. Ah oui, bah j'ai dit, hein, ça pouvait être philosophique, après tu l'emmènes là où tu veux. Euh, Donc attends, la question précisément, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ta définition d'un artiste? D'un artiste, ok. Euh, moi, j'ai une approche où pour moi, il faut être modeste là-dessus. Et moi, je ne me définis pas moi-même comme un artiste, en fait.
Je pense que souvent, quand tu essayes de te définir comme un artiste, tu t'introduis beaucoup d'ego dedans. Et donc, finalement, c'est plus nuisible qu'autre chose. Donc moi, j'essaie juste de me dire euh, que j'essaie de transmettre des émotions. Et globalement, tout ce que je fais, le faire du mieux que je peux. Mais j'essaie pas de me voir comme un artiste, en fait. Je pense, à la limite, c'est un truc qui peut être vu de l'extérieur, tu vois, mais que tu peux pas t'attribuer ça à toi-même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a toujours le côté émotionnel du coup qui ressort un peu dans Ça, c'est super important, ouais. Ok, bah tu vois, c'est un peu philo, on me l'a jamais fait celle-là comme définition. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers qui t'inspirent ou t'aimes bien, qui t'aident peut-être à préparer tes vidéos, à travailler, ou est-ce que c'est vraiment n'importe où, ou c'est pas lié à un endroit? Les endroits, ouais. Ouais, bah, globalement, tout ce qui est beau, en fait, dans la vie, ça va t'inspirer pour créer de la beauté dans tes morceaux. Donc que ce soit un beau paysage ou une sensation incroyable ou une sensation de connexion avec quelqu'un, tout ça, pour moi, ça fait partie un peu de l'ensemble de ce qui est beau, tu vois. Et ça vient te nourrir et après toi-même, tu arrives à produire plus de beauté. Ouais, je vois comme ça. Donc tu vois, c'est un peu la philo, hein, la définition du beau. C'est vrai, ouais. Ça revient, C'est un peu ça l'idée revient là-dessus. du beau de Platon, quoi. C'est un peu ça. Ouais, donc oui, donc du coup tu peux trouver de l'inspiration un peu partout. Enfin après avec tes propres critères de ce que tu trouves beau, etc. Mais c'est ça, moi je pense que oui, il n'y a pas des trucs qui sont objectivement définis comme ok, ça c'est beau, ça c'est pas beau, mais c'est quand même souvent toi ton approche à être assez ouvert au niveau de ta sensibilité pour trouver de la beauté dans des endroits où peut-être quelqu'un d'autre l'aurait pas vu, tu vois. Une situation improbable, une discussion avec un mec bourré dans la rue à 5 heures du matin, il va te dire un truc what the fuck, mais finalement si tu vois ça d'un regard extérieur, tu peux trouver que la scène elle est belle, tu vois. Ouais, donc un peu rester ouvert et curieux à ce que tu peux voir que tu n'aurais pas vu d'un œil beau, comme tu dis, quand tu vis la situation comme ça. Ouais, de ouf. Je vois mon père qui passe avec un petit sourire. Alors, ça va être une, deux dernières questions. Est-ce que tu as des recommandations de comptes, musiciens, peu importe ce que tu consommes, on va dire, en tant que contenu et que tu voudrais faire découvrir peut-être aussi, même si c'est des personnes très connues, tu peux aussi le dire. Donc ouais, de comptes sur les réseaux et tout. Ou même, ça peut être large, s'ils sont pas sur les réseaux, tu peux aussi... Bah ouais, il y a un truc, bon après ça c'est un peu un truc de geek de piano, mais il y a des comptes, YouTube que j'aime beaucoup qui en fait transcrivent des improvisations de jazz en prenant des petits extraits de 1-2 minutes de trucs incroyables au niveau de l'impro de jazz et qui transcrivent en écrivant les notes. Et du coup, je trouve ça assez satisfaisant à regarder quand tu es musicien. Et je pense que tous les musiciens amateurs ou quoi peuvent kiffer. Mais bon, ouais, vous pouvez trouver sur YouTube, il y a une dizaine de comptes qui font ça. Moi, je trouve ça assez inspirant parce que c'est des vidéos de concert en fait. Mais en même temps, tu as en surimpression la partition qui déroule en même temps que le mec qui joue, tu vois. Après, niveau musical, il y a pas mal, en vrai, il y a pas mal de comptes qui existent, qui reprennent des moments, par exemple, de grands pianistes classiques et qui le postent. Donc, c'est pas du tout des formats viraux comme ce que je fais. Mais c'est très beau parce que tu vois vraiment les grands pianistes du passé en vidéo. Et donc, je pense que ça, si tu fais du piano, tu devrais forcément kiffer. Ouais, après, oui, les gens qui jouent dans la rue et tout, mais pas forcément dans mon format. Par exemple, des chanteurs, je suis tombé sur un mec qui se déplace sur un overboard, tu vois. Avec sa musique. Ouais, tu l'as vu? Oui. Et en même temps, il a une enceinte et il chante en même temps. Ouais. Et c'est incroyable parce qu'il se balade et c'est filmé avec un peu un POV qui bouge. Et il se balade sur son overboard et il se rapproche des gens et tu vois toutes les réactions et tout. À un moment, tu vois les flics qui essaient de l'arrêter et il chante pour les flics et tout. Ouais, lui, c'est un génie, mais j'ai oublié son nom. Je pense que j'essaierai de retrouver pour mettre en dessous. J'avais vu ça avec un danseur aussi. Ah oui? Ouais, c'était top.
Pas super. Et ma dernière question, réflexion, on va dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir ou entendre justement sur ce podcast, artiste au sens super large? C'est un mec, je pense, j'en avais déjà parlé, je sais plus, dans une interview, mais c'est un DJ qui s'appelle Marc Rebillet, je sais pas si tu vois. Et je pense qu'il a des anecdotes incroyables, mais en fait, s'il parle français, il est moitié américain, moitié français, je crois. Et c'est un DJ qui fait des performances dans la rue. Et donc il fait un peu des tours du monde comme ça, mais il fait aussi des scènes normales de DJ, mais aussi dans la rue. Mais il a une énergie de malade. Je pense que tu as forcément vu passer un réel ou quoi. Ouais, peut-être que j'ai déjà vu. Mais juste, ouais, il a une connexion à la musique vraiment à travers tout son corps. Quand il mixe, il commence à crier, à sauter partout et tout. C'est un peu un ouf par rapport à l'univers de la musique classique, tu vois. Ouais. Mais du coup, il arrive à communiquer ça aux gens. Et je pense qu'il aurait trop des trucs intéressants à dire au niveau de la musique, de la scène, de ses anecdotes. Ben, je vais aller voir, essayer de la voir si on est au même endroit quelque part à un moment donné, s'il fait des tours du monde. Et toi, oui, parce que tu es au Canada, en fait. Ouais, je suis entre les deux. Parce que justement, je crois que lui, je crois qu'il est canadien, en fait. Ah bah, ouais. Moitié Canada, moitié France, je crois que c'est ça. Ok, bah on va essayer de la voir. Je serais jaloux si tu l'as en invité. Du coup, je te partagerai si j'arrive à la voir avant toi. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que tu avais déjà aussi des anecdotes justement assez marrantes à nous partager. Je mettrai tous tes liens, etc. pour que les personnes qui écoutent et regardent puissent aller voir en détail un peu ce que tu fais. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et même de commenter si vous voulez réagir à ce qu'on a dit aussi. Et puis, on se retrouvera dans 2 semaines pour un prochain invité, un prochain épisode. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop cool comme discussion. Merci.